Les grandes gueules sur RMC Story avec aujourd'hui Joël Dagosseri, chargé clientèle dans le logement social, Zora Bitan, cadre de la fonction publique, Thibault Langsat qui est chef d'entreprise. GG et vous tout à l'heure à midi moins le quart, vous revenez prendre la parole avec les grandes gueules et comme aujourd'hui nous sommes à la deuxième édition du Duo D. C'est l'occasion tout à l'heure d'accueillir Karina Valbrec qui a assisté avec nous à la préparation de l'émission ce matin. Ce sont le duo D, les binômes entre personnes valides et personnes handicapées. C'est l'occasion de remettre un peu le projecteur ou la loupe sur ces gens qui ont envie de vivre la vie comme tout le monde, comme les autres, que ce soit la vie en entreprise, la vie du quotidien. Et tout à l'heure, donc Karina Valbrec qui sera avec nous. Elle veut refaire un GG vous, si je ne m'abuse, avec Thibault Langsat sur l'homéopathie, la question du déremboursement. Donc Karina sera assise à tes côtés pour reprendre la parole avec toi, mon cher Thibault. Le grand oral des GG, c'est maintenant. RMC, le grand oral des grandes gueules. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour à vous. Les élections européennes arrivent. Eh oui. Alors justement, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai vu hier devant France Télévisions avec d'autres candidats pour protester sur des débats qui sont organisés dans la dernière ligne droite avant le scrutin du 26 mai et qui ne vous conviennent pas. Qu'est-ce qui se passe à France Télé? Tout simplement, un débat qui est organisé avec 6 candidats sélectionnés par France Télévisions qui auront le droit de parler aux Français qui sont réveillés et 6 candidats qui devront s'adresser aux Français qui dorment parce qu'il sera trop tard. Donc il y a un débat en prime time avec voilà. les 6 candidats, les 6 gros et ensuite les autres, c'est après. Les gros, les grands. Mais qui sélectionne les grands? Comment ça s'est fait C'est bizarre. Et pourquoi on était en colère avec Benoît Hamon? On n'a pas l'habitude de faire des conférences de presse ensemble avec Jean-Christophe Lagarde. C'est parce qu'on est en campagne officielle. À 4 jours du scrutin. On sera à 4 jours du scrutin le mercredi 22. Et ce qui est surréaliste, en plus du fait qu'il y a 2 catégories de candidats, les grands, les petits, comme s'il y avait des grands Français, des petits Français, et que c'est sélectionné de manière artificielle, c'est qu'en plus, dans la catégorie des grands, il y a les 3 principaux candidats qui se cachent, qui ne seront pas présents. Ah bon? Ah oui, c'est stupéfiant. Et qui les représentera alors? Alors, chef de parti. Ah bon? C'est-à-dire qu'on est dans une démocratie où 4 jours avant le scrutin, les 3 principaux candidats, Madame Loiseau, Monsieur Bardella et Monsieur Bellamy, sont représentés par leur chef de parti, c'est-à-dire on les cache, comme s'ils n'avaient pas le droit de discuter de ce qu'ils font en Europe devant les Français avec d'autres candidats. Donc, d'une part... C'est un peu confusant tout ça. C'est plus que confusant, il n'y a pas une démocratie qui fonctionne comme ça, parce que quand ils seront au Parlement européen, face à des commissaires, des chefs d'État, ils appelleront Madame Le Pen, Monsieur Wauquiez, Monsieur Bayrou, Monsieur Macron. Non mais ça veut dire quoi? Moi j'ai le courage, Monsieur Hamon aussi d'ailleurs, Monsieur Lagarde aussi. On a le courage d'être tête de liste, comme chef de parti. On se présente, on a nos idées, on a envie tout simplement de poser des questions, d'échanger devant les Français. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Il y a eu un premier débat à 12. Il y a un débat sur votre chaîne le lendemain. À 12, ouais. Il y a un débat sur LCI où ils ont fait 2 débats parce qu'ils trouvaient que c'était trop, mais ils l'ont fait à des heures comparables. Donc moi, on n'est pas là avec Benoît Hamon et Jean-Christophe Lagarde. C'est le service public, donc il y a quand même. C'est quand même incroyable que le service public, financé par le contribuable, sélectionne. Ça veut dire, par exemple, il y a des panneaux. Je prends un exemple, c'est Glucksmann, il est dans le premier débat. Oui, et moi dans le second, alors que dans les tous les sondages, on est à égalité. Bah oui, c'est ça qui est bizarre. Tous à égalité. Donc il faut sauver Monsieur Glucksmann et il faut assassiner Monsieur Dupont-Aignan. Il faut mettre en valeur Madame Le Pen. Pourquoi il faut sauver Glucksmann? Le service public est partial dans cette histoire, selon vous? Je ne veux pas en dire plus. Bah si, quand même. Je comprends pas. Je pose la question. Pourquoi? Non, pourquoi? Mais pourquoi? D'ailleurs, le débat de TF1 LCI, je suis mis avec Monsieur Glucksmann dans les 7. Je suis en même temps, comme à CNews, parce qu'on a le même score sur les sondages. Ça veut dire identique. Non, mais ça veut dire il faut sauver le soldat Glucksmann. Pardon, mais je voudrais que vous alliez au bout de votre raisonnement. Je me demande pourquoi moi. Pourquoi le service public a tendance à vouloir sauver le soldat de gauche plutôt que vous? Vous poserez la question service public. J'en sais rien. Non, mais j'en ai ras-le-bol. Je vais être franc avec vous. Vous savez, il y a un moment. Mais je vais vous dire, c'est pas pour mon cas personnel, au-delà de mon cas. Ce qui me choque le plus dans cette affaire, c'est pas que je sois mis en 3e division, c'est pas ça.
ce qui me choque le plus, c'est qu'on est à 4 jours des élections et qu'on cache Madame Loiseau, comme si elle était plus capable d'affronter les Français. C'est que Monsieur Bardella a besoin de Madame Le Pen pour parler à sa place, et que ces gens-là prétendent représenter les Français à Strasbourg. C'est une affaire importante. Ça fausse le scrutin ? Ça fausse le scrutin, c'est une manipulation du scrutin. Et en fait, derrière, moi j'ai compris ce qui se passe. C'est qu'il faut imposer le duel Macron-Le Pen. Mais qui ? Macron n'est pas candidat, Le Pen n'est pas candidat. Non, mais ça veut dire que le service public est complice. Le service public est aux ordres peut-être du pouvoir, je sais pas. En tout cas, moi je comprends pas. Voilà, je suis peut-être, Tu ris, non, mais ça me dépasse. Franchement, c'est choquant. Monsieur Dupont-Aignan, c'est pas pour mon cas. Non, mais ce qui doit quand même vous rassurer, c'est que tout le monde vous connaît. Non, mais médiatiquement, mais oui, mais c'est pas le problème. Non, mais d'accord, médiatiquement, vous n'êtes pas un personnage inconnu. Les médias vous donnent beaucoup la parole, et ça, c'est tant mieux, je veux dire, parce que vous avez des idées et vous les défendez. Et le propre de la démocratie, c'est d'avoir en face de nous des gens avec lesquels on n'est pas d'accord et avec lesquels on est capable de dire pourquoi on n'est pas d'accord. Ça, c'est fait. Sur le service public, vous vous dites on voudrait sauver le soldat Glucksmann et puis peut-être, mais le service public d'ordre général, que ce soit radio ou télé, ils ont implicitement, sans que ce soit vraiment avoué, une espèce d'orientation idéologique qui fait que on classe pas les toujours, gens. pas toujours. Alors les fachos d'un côté, les démocrates de l'autre, les propres sur eux, les celui-là il est si. Mais c'est dommage. Un peu. Non mais je le déplore aussi. Mais ils sont pas parce tous qu'il y a comme des ça, faut être honnête. Attention, non, mais pas bien d'amalgame. sûr, mais il y a rien d'étonnant. Mais il y a rien d'étonnant. Mais je pense que vous avez plus à gagner à vous battre sur vos idées, à continuer là-dessus. Et je vous dis encore, médiatiquement, vous n'êtes pas inconnu. Mais je comprends, mais madame, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que cette élection européenne, justement, on parle pas du fond. Et moi j'aimerais, sur le fond, j'aimerais poser des questions à Monsieur Bellamy par exemple, très franchement, parce que il dit des choses qui parfois me paraissent correctes, mais ces députés ont fait exactement l'inverse quand ils ont voté. Ils ont voté au Parlement européen, même le Figaro l'a dit hier. François-Xavier Bellamy sera assis à votre place demain. Posez-lui la question. Je vais lui poser la question très simple. Il dit qu'il veut des frontières, mais Monsieur Hortefeux, Monsieur Danjean, tous les membres de sa liste ont voté exactement tous les textes de M. Juncker, tous les textes sur le pacte de Marrakech, avril 2018, l'extension à la Serbie. Donc, en fait, pourquoi les débats sont intéressants à la télévision avant les élections ? C'est parce que les Français ne doivent pas juger simplement sur les promesses, mais sur le passé et l'avenir, c'est-à-dire la cohérence. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais j'ai quitté l'UMP quand il y a eu la violation du vote du référendum de 2005. J'ai toujours voté contre les traités avec Pasqua et Séguin. J'ai plein de défauts sans doute, mais je suis cohérent. Et ce qui est très frustrant dans une élection européenne comme celle-ci, c'est que les socialistes découvrent l'Europe sociale la veille des scrutins et votent ensuite avec M. Juncker et le PPE. M. Bellamy nous dit qu'il veut l'Europe des frontières et il a voté tout ce qui supprimait les frontières. Et tout ce petit monde gouverne ensemble à Strasbourg, parce que M. Bellamy appartient au PPE, c'est un groupe fédéraliste. Libre à lui, mais pas libre à lui de dire l'inverse en Joël Dago, et c'est là où les débats peuvent être très utiles pour le téléspectateur, pour qu'il se fasse une idée de la sincérité et de la cohérence des personnes au-delà de leurs engagements affichés. Sur les débats, je vous rejoins complètement. D'ailleurs, j'avais exprimé cet avis aussi pour le PCF. J'avais pas compris pourquoi est-ce que le service public, en tout cas pour les chaînes privées, c'est autre chose, mais le service public, pour moi, doit être neutre et donner la parole à tout un chacun. Donc, je vous rejoins parfaitement. Mais maintenant, si on part sur le principe qu'il y ait deux groupes, ce que je ne comprends pas, par contre, c'est que avec votre telle présence médiatique, parce que pour moi, vous avez une présence. Alors peut-être que c'est un regard qui est biaisé. Mais je vous trouve en tout cas plus présent médiatiquement que M. Hamon, par exemple, ou même que M. Glucksmann. Et je ne comprends pas. C'est pas le cas dans les chiffres, en fait. Ah, peut-être, mais en tout cas, je pense que vous n'êtes pas, comme vous pouvez le dire très souvent. Mais je dis pas que je suis malheureux. Mis à l'écart et qu'on vous empêche de parler. Je pense que vous exprimez suffisamment. En tout cas, vous avez le temps de vous exprimer, d'exprimer vos idées. Et pourquoi est-ce qu'avec tout ce temps médiatique, justement, dans les sondages, vous êtes encore au coude à coude avec M. Glucksmann, qui lui est présent que depuis peu, médiatiquement, en tout cas sur la scène politique. Sur un point, si on regarde par exemple le Parti Socialiste et Debout la France, quasiment les mêmes résultats à la présidentielle, sur France Inter, chaîne du service public, depuis la présidentielle, le Parti Socialiste a eu 11,8% de temps d'antenne, Debout la France a eu
0,7. Mais c'est normal, vous êtes un Oui, mais- méchant, vilain, facho. Donc, il y a Ce un sont de moment... vieilles habitudes. je France demande- Inter. Vous avez tellement l'habitude à France Mais- Inter de recevoir les socialistes qu'à un moment donné, Et tout. ils n'ont pas encore C'est mis leur en maison, compte ouais. qu'ils ne À la représentaient rigueur, que je ne veux pas 5%. parler que de ça, je suis pas malheureux, je veux qu'il y ait de la justice. Et si vous voulez, au-delà de ça, c'est pas mon cas. Il y a une crise démocratique en France. On annonce la plus forte abstention de tous les temps. Cette crise démocratique s'explique, je pense, parce que nous vivons dans une pensée unique, formatée, et qu'il n'y a pas assez de débats, pas assez d'échanges, pas assez de confiance dans le monde politique et le monde journalistique. Et je pense qu'on a une responsabilité tous de sauver la démocratie française, au-delà de notre petite personne. Non, mais je Et pense- j'aimerais qu'on parle du fond, parce que là j'ai pas On de temps. va y venir. Si on peut Oui. parler du fond, je ne vais pas parler que Alors, du temps de on- parole. On va parler du fond, notamment Parce que c'est ça l'enjeu. les relations visiblement très conflictuelles ou compliquées entre Merkel et Macron. Alors pourtant vous dites oui, alors ce duo c'est un problème, Macron-Merkel, qui font l'Europe à leur façon. Bah, visiblement c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, Et si on en croit la chancelière dans cette interview, Oui, mais dans un journal allemand. peut-être dans l'humeur, mais dans la réalité des décisions. Moi, je regarde les décisions. Qu'est-ce que je regarde? Je suis convaincu qu'on améliorera la vie des Européens, pas seulement des Français, que si on revoit les règles de l'Union européenne. Je milite pour ça depuis des années. Non pas contre l'Europe, mais pour que l'Europe respecte les peuples, les citoyens et soit forte face à la Chine et aux États-Unis. Si on regarde les règles, Macron s'est couché devant Merkel à tous les arbitrages, et que ce soit les frontières qui ne soient pas contrôlées, que ce soit la taxe GAFA où Madame Merkel a dit niet, que ce soit les travailleurs détachés qui créent une concurrence déloyale parce qu'ils ne payent pas les charges que payent nos artisans, que ce soit sur les champions, par exemple du numérique qu'on devrait faire face à Google ou sur tous ces dossiers, l'Union européenne qu'on a bâtie depuis 20 ans a échoué. Et sur les Donc travailleurs moi j'ai un détachés, on a projet. Alors petit peu attendez, avancé j'ai sur quand les même une travailleurs idée. détachés, quand Je me même. présente pas comme ça pour être là. Nous avons une idée à Debout la France. C'est l'Europe des nations et des projets. Nous voulons faire maigrir l'Union européenne sur tous les dossiers où les pays peuvent se débrouiller seuls. C'est-à-dire chacun retrouve ses frontières, ses lois, son budget. Mais en revanche, une fois qu'on a fait maigrir la Commission de Bruxelles, on doit la muscler dans les projets à 3 ou 4 pays, comme on a fait Airbus. Moi, le modèle, c'est Airbus. Ce qu'on a fait avec Airbus, qui nous a permis de concurrencer Boeing, il faut le faire dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans le programme pour la Méditerranée. Et qu'en revanche, la Commission de Bruxelles s'occupe plus de nos vies nationales. Les pays sont libres. On doit retrouver notre liberté nationale Nicolas et Dupont. concentrer notre action européenne. Ça, c'est la base de mon projet. Eh ben, on C'est continue. tout à fait différent de ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, Bien, vous avez décrit votre idée, votre ambition pour l'Europe et avec des points qui sont tout à fait intéressants. Alors il y a quelque chose de paradoxal que vous avez exprimé, c'est que vous voulez des pays plus recentrés sur leurs préoccupations, on va dire, quotidiennes, et puis une dimension européenne pour pouvoir lutter contre l'hégémonie américaine, chinoise, et de pouvoir se défendre. Et dans votre programme, dont j'ai pris connaissance, vous parlez finalement de l'harmonisation sociale et fiscale, mais que vous conditionnez à l'intérieur de l'Europe sur le fait que les pays doivent avoir les mêmes règles, les mêmes normes sociales et fiscales. Mais ça ne peut pas fonctionner. Pour que l'Europe soit forte, il faut qu'elle soit unie. Et donc, l'harmonisation sociale et fiscale, elle doit être pour l'ensemble des pays de la communauté européenne. Alors, je vais vous surprendre. Ça fait 20 ans qu'on nous dit il faut transférer plus de pouvoir, faut s'unir, on sera plus fort face à la Chine, aux États-Unis. On n'a jamais été aussi faible depuis qu'on a tenté de s'unir. Pourquoi? Parce que on le fait à 28. Et donc, à 28, ça n'arrive jamais. C'est, vous savez, en attendant Godot, on attend, Masserat, ne vois-tu rien venir? Parce qu'à 28, on n'arrivera jamais à rien. Donc moi, je pars des réalités. Je suis gaulliste, l'Europe des réalités. Je dis quoi? Je dis, ça sert à rien de vouloir s'unir. Surtout, il faut rendre complètement leur liberté aux nations, parce que tout ce qu'on peut faire seul, on doit le faire seul. On n'a pas besoin d'attendre les autres. En revanche, bâtissons des coopérations, mais volontaires. Volontaires à 3 ou 4 pays. mais Attendez, Pour la redessiner les frontières de l'Europe. Non, mais il y a Europe à géométrie variable. Je vais vous donner un plusieurs exemple. ouais, parce que- Un exemple très précis. La Méditerranée. Quand Nicolas Sarkozy a voulu faire la politique de la Méditerranée, il a attendu d'avoir l'accord des pays de la mer Baltique, qui ont mis un veto. La politique de la Méditerranée, on l'a fait avec l'Italie, l'Espagne, la France, et des coopérations avec le Maghreb. On l'a fait à 6. Autre chose, la lutte contre le cancer. C'est un défi pour toutes les familles de France. On unit
sur la base du volontariat, comme pour Airbus, les pays qui ont une industrie pharmaceutique, à 2, 3, 4 pays volontaires. Et on aura des résultats. Un autre exemple, je vous prends les exemples. L'harmonisation fiscale et sociale. Si vous attendez 28, vous les aurez jamais. Surtout si vous faites rien. Alors je dis quoi sur l'harmonisation fiscale? On conditionne le marché unique français au respect d'un minimum de règles. Je prends l'exemple du Luxembourg. Le Luxembourg arrête sa politique de piratage fiscal, de dumping, ou alors on lui supprime ses licences bancaires et l'accès au marché français. Eh bien, je peux vous dire que dans les 8 jours, le Luxembourg va céder. Parce que c'est quoi le Luxembourg? C'est 600 000 habitants. Oui, mais donc il y a un moment, il faut que la France se défende. Pour aller dans votre sens, moi, il y a quelque chose, et là, il faudrait que Thibault aussi y réponde. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette Europe, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une partie de l'Union européenne qui a réglé le problème du chômage, avec un chômage à 3-4%. Ce sont plutôt les pays du Nord, donc c'est plus un problème numéro 1. Et puis il y a une autre partie de l'Europe qui est engluée dans ce problème du chômage, et je pense aux pays du Sud, dont là, on fait partie de la France, malheureusement, l'Espagne ou l'Italie. Et on veut que tous ces pays aient les mêmes règles économiques et sociales, alors que finalement le chômage c'est plus un problème pour les Pays-Bas, l'Allemagne quasiment pas. En revanche pour nous c'est quand même un de nos problèmes numéro 1. Et c'est ça aussi que je comprends pas bien dans cette Europe aujourd'hui. Mais moi je pense que l'Union européenne, on l'avait dit il y a 10 ans, on a dit ça va se planter parce qu'on ne peut pas élargir l'Union européenne et avoir les mêmes règles à des pays comme la Bulgarie. Et alors on va pas crever. Et donc vous refermez. Mais c'est pas se refermer que de changer quand un truc a échoué. Vous êtes chef d'entreprise. Si votre produit ne marche pas et que vous n'arrivez pas à le vendre, vous passez pas votre vie à vous lamenter en disant je peux pas changer. Vous changez. Quand un truc échoue, on change. La copropriété, l'Europe c'est comme une copropriété. Le syndic de copropriété est devenu envahissant. Il s'occupe de notre vie quotidienne. Il a supprimé les portes de notre appartement. Il nous envoie une facture exorbitante. Eh bien, moi, je dis, on vire le syndic, c'est-à-dire la commission de Bruxelles. On lui dit de ne pas se mêler de la vie de nos appartements. On remet des portes à nos appartements pour contrôler nos frontières, notre immigration. Et en revanche, on demande au syndic peut-être de s'occuper des parties communes, l'ascenseur, les espaces verts, c'est-à-dire ce qui nous permet d'être forts ensemble. Mais arrêtons avec cette structure folle. Il y a un point auquel vous ne répondez pas. Permettez-moi de vous le dire d'un point de vue économique. Si vous voulez une Europe forte, et vous l'avez rappelé dans votre idéologie intéressante d'ailleurs, pour pouvoir lutter contre l'influence américaine et la puissance chinoise, vous devez avoir une Europe forte. Mais c'est quoi une Europe forte? Elle n'est pas divisée par pays. Mais si. Elle est unie. Mais non, ça c'est une lepsie. Bah voilà, ça c'est. Mais parce que vous rêvez la vie, ça fait 20 ans. Mais non. Attention, Joël. Excusez-moi, Monsieur Dupont-Aignan, excusez-moi, moi je comprends ce que vous expliquez et je veux bien qu'on soit fort face aux États-Unis et à la Chine. Mais vous me parlez d'une Europe morcelée alors qu'en face, on a un État fédéral. Les États-Unis, c'est un État fédéral avec une politique Trump, ce qui mène comme politique, c'est une politique pour tous ces États. On n'a pas de petits États qui, chacun dans leur coin, font... Mais excusez-moi, la Californie, paradoxalement, a plus de pouvoir que la France aujourd'hui parce que l'État fédéral ne se mêle pas de tout. Donc déjà, si on pouvait faire maigrir Bruxelles, arrêter avec ces normes, décidées par des gens qui ne sont pas élus, arrêter avec ces frontières ouvertes partout. Avec qui allez-vous faire ça? Avec qui allez-vous Mais avec les volontaires, il y en a plein. Qui va voter en Europe, d'accord? Alors je vais vous dire. Pour que finalement la Commission européenne ait beaucoup moins de pouvoir et que les États, comme vous dites, retrouvent le pouvoir quotidien de la vie quotidienne. Je vais vous reprendre deux choses. C'est bien de faire des promesses aux Français et ça flatte le Français qui se dit ah ben l'Europe, c'est mal pour nous, c'est méchant, c'est bien, ça flatte. Mais en vrai, avec qui allez-vous faire ça? Qui va voter pour ça? Après, vous pourrez répondre. C'est quoi l'Europe forte? L'Europe forte, c'est quoi? Deux choses. Joël a posé une question. Il répond. Ne confondez pas uniformisation de tout et puissance. Ça fait 20 ans qu'on uniformise tout et qu'on est faible. Donc je dis que d'abord, il faut que chaque nation retrouve sa liberté et son indépendance pour régler ses problèmes, qu'elles peuvent régler seules. Les services publics, il n'y a pas besoin d'avoir la même politique partout. Si on veut avoir en France des services publics, on les défend. Les frontières, on les contrôle. Ce que font tous les pays du monde. Premier point. Deuxième point. Pour la Commission, c'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir qui n'est pas élu. Il dépend de la France. La France, c'est la 6e puissance mondiale. Le jour où la France dit stop, je n'applique pas des règles mises en place par des gens corrompus, par les grandes multinationales, par le pouvoir de la finance, eh bien elle dit stop, point. Il n'y a pas besoin. Le général de Gaulle l'a fait. Et il a créé d'ailleurs la plus belle politique agricole commune. Il a fait la chaise vide pendant 6 mois. Margaret Thatcher l'a fait. Elle a récupéré son argent. Helmut Kohl l'a fait.
Il a fait la réunification allemande. Donc il faudrait qu'on arrête de croire. Attendez, j'ai fini. Que la France est faible. Pourquoi est-ce que vous ne Deuxième choisissez point, pas nous d'aller vers avons du des fédéralisme? alliés. Voilà, qui sont les alliés avec qui vous faites nous cette avons nouvelle des Europe alliés. alors? Je vais vous donner un exemple. La grande différence avec 2005. En 2005, les Français ont voté non. Il n'y avait que les Pays-Bas et les Français. Aujourd'hui, partage notre idée d'une Europe light, réduite, et concentrée sur quelques enjeux. La Pologne, l'Italie, la République tchèque, les Finlandais, et nous, à debout la France. Et c'est là la différence avec les autres listes. Nous avons créé une alliance de 23 partis politiques européens, dont certains gouvernent, les Polonais notamment. Ces 23 partis, on les a réunis le 28 février dans l'indifférence générale à Paris. Et ces 23 partis, on a signé une charte qui est de, très clairement, maîtriser la Commission, la dissoudre, rétablir les frontières, retrouver notre argent, parce qu'on donne 11 milliards par an à l'Union européenne, 11 milliards. Je veux le rendre aux retraités, aux services publics, aux smicards. Et ensuite, on travaillera projet par projet, donnant. C'est-à-dire qu'on travaillera sur les enjeux. La Chine, il ne s'agit pas de tout faire comme les Chinois ou les Américains, il s'agit simplement de ne pas être largué en matière de compétition scientifique. Donc plutôt que de vouloir harmoniser la taille des carottes, des concombres, des toilettes, de tout en France, occupons-nous plutôt de créer un champion d'intelligence artificielle ou numérique pour affronter la Chine, mais on ne le fera pas à 28 pays, on le fera à 2-3 pays ou à 4 pays. Tout le reste, c'est de la littérature, c'est de la bureaucratie, ça ne marche pas. Ça fait 20 ans que ça ne marche pas. Oui, mais enfin, il faut peut-être changer. Essayons autre chose. Créer un géant du numérique avec la Pologne ou la Finlande. Mais vous pouvez le créer avec l'Allemagne. Ça sera plus difficile. Quand on a créé Airbus, moi j'étais gamin. Je me souviens très bien. On n'a créé qu'une seule chose, on a créé qu'Airbus. Oui, et bien c'est pas la Commission qui l'a créé. C'est pas les institutions. Ça a été fait en intergouvernemental par le général de Gaulle avec les Allemands et d'autres pays. Les Anglais d'ailleurs et les Espagnols. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Tout le monde a dit ça marchera jamais. Tout le monde à l'époque a dit ça marchera jamais. Mais on a mis des conditions. Les compagnies européennes étaient obligées d'acheter des Airbus. On s'est défendu, on s'est musclé. C'est pas à 28 que vous le ferez. C'est à 3 ou 4 pays. Moi, je suis pour l'Europe des nations. C'est la seule qui a marché. Je vous rappelle qu'il y a eu la réconciliation franco-allemande. Il y avait des frontières. Il n'y avait pas l'euro. Il n'y avait pas la Commission. Et on a très bien réconcilié la France et l'Allemagne. Donc arrêtez d'être prisonnier dans votre tête d'une propagande. Non, mais on essaie de comprendre. On essaie de comprendre parce que tout le monde nous vend. Mais voyez par exemple, du côté de la République en marche, vous allez voir, on va renégocier, on va éviter les travers dans lesquels est tombée l'Europe. Mais personne n'est capable de nous expliquer, que ce soit vous, le Rassemblement national, la République en marche. Comment est-ce qu'on renégocie, on sort, on assouplit et on refait par le rapport de force. La différence avec mais le rapport de force ne veut pas dire que vous le gagnez, le rapport de force. Pourquoi? On peut le perdre, c'est une hypothèse aussi. Sinon on dit stop, on n'applique plus les règles. Ce qu'a fait le général de Gaulle en 64, 65, il est allé à Bruxelles. Il a dit je n'applique plus, je fais la chaise vide, je ne participe plus. Mais qu'est-ce que peut l'Europe sans la France? Personne ne se pose jamais la question. Les Anglais s'en vont. Les Polonais ne veulent plus. Encore, les Anglais ils sont englués dans une espèce de on y va, on s'en va, on reste, on ne sait pas. Les Polonais ne veulent plus de cette Europe. Les Italiens n'en veulent plus. Partout, le système explose. Et Macron, lui, est prisonnier de ce système. Donc, il n'aura aucun pouvoir pour le changer parce qu'il ne veut pas le remettre en cause. Oui, mais voyez tout le paradoxe. Je veux remettre en cause ces institutions. Tout le paradoxe, pour ceux qui ont regardé ce qui se passe en Italie, par exemple, avec Salvini, il dit qu'il n'en veut plus, mais il n'en sort pas quand même de l'Europe. Il dit pas je me tire, mais Salvini. Je ne veux pas me tirer. Il dit pas ciao bye. Oui, mais il met du temps à renégocier tout ce qu'il cherche à renégocier. Pourquoi il n'y arrive pas tout seul? Parce que justement, un grand pays fondateur comme la France est complètement soumis à cette Europe-là. Si la France, qui est un grand pays... Salvini signe les routes de la soie avec la Chine. Parce qu'il n'a pas d'autre solution actuellement. Si la France... mais je ne le souhaite pas. Si la France dit à un moment, je n'applique plus la directive travailleurs détachés, c'est fini. C'est de la concurrence déloyale. Nos artisans font faillite parce que des travailleurs viennent et ne payent pas la sécurité sociale. C'est un scandale. Il faut stopper. Là, vous verrez que nos partenaires céderont. Et je vais vous donner un exemple. C'est Chirac qui l'avait fait avec Jospin. La seule fois où la France a été forte sur les farines animales, parce que c'était la veille des élections de 2002. Je me souviens très bien. À un moment, Chirac et Jospin ont dit on arrête l'importation des farines animales, on met fin en France. Dans la semaine, ça a été réglé. Nos partenaires ont calé. Parce qu'il y avait des crises sanitaires aussi de la vache. Parce que la France a été à un moment la France.
je voudrais que les Français arrêtent ce défaitisme. Au moment où les Anglais s'en vont, où les Italiens n'en peuvent plus, où les Polonais n'en peuvent plus, si la France avait une politique ferme, pas seulement avant les élections, c'est-à-dire une vraie vision, qu'est-ce qu'on veut ? Et nous avons une vision, nous avons un traité alternatif, nous ne voulons pas sortir, nous voulons refonder l'Europe, en finir avec les mauvaises règles, concentrer l'action, c'est Mais clair. avec qui ferez-vous alliance pour peser Avec justement ceux qui veulent, les 23 pays. Non, Mais au Parlement. Voilà, Moi, j'ai c'est une ça. question Alors, sur au quel Parlement, bloc, les 23 dans quel bloc partis. allez-vous Voilà. siéger Alors, c'est avec très clair. qui Voilà, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que vous ferez alliance avec le fameux bloc qui est en train de constituer Marine Le Pen Non, en ce moment parce que dans sa c'est pas le tournée même européenne? bloc. En fait, elle est très isolée, personne ne le dit, mais c'est la réalité. Elle est toujours avec les mêmes, Salvini, le FPO autrichien, Geert Wilders des Hollandais. Nous avons un partenariat avec un groupe qui existe déjà, que personne ne connaît, dont personne ne parle, qui est le troisième groupe européen. Troisième. 76 députés. 23 nationalités. Et nous allons l'étendre. J'ai été à Amsterdam avant-hier avec Thierry Baudet, qui a gagné les élections hollandaises au Sénat, qui est un jeune, qui est le Forum pour la démocratie, qui est un eurosceptique modéré. En gros, ce sont des eurosceptiques modérés. Ce sont des gens sérieux, honnêtes, qui n'ont pas d'affaires aux fesses, qui travaillent bien et qui veulent réduire la Commission, reprendre le pouvoir pour les nations et concentrer l'action sur quelques priorités, c'est tout. Voilà, c'est simple, on l'a écrit, nous les avons, ces partenaires, je les ai fait venir à Paris parce que je me suis dit on va pas me croire. Donc ils sont venus à Paris, on les a vus, on est d'accord et je pense qu'on peut devenir l'un des premiers groupes européens. Et ça, c'est très différent de M. Bellamy, qui sera au PPE, c'est-à-dire M. Juncker, qui gouverne avec les socialistes depuis 10 ans. Et là, il y a un moment, il faut quand même que les Français voient qui il y a derrière. Vous avez raison de poser la question. Parce que Bellamy dit l'Europe des nations, mais il va s'allier avec celui qui gouverne depuis des années, paradis fiscaux, ouverture des frontières, voilà. Sur le fond, vous avez les mêmes idées et beaucoup d'analogies dans les programmes. Il parle comme nous, mais il fait l'inverse. Merci Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être passé par le Grand Oral des GG. On saura répercuter donc votre question demain à François-Xavier Bellamy, la tête de liste Les Républicains, puisqu'il sera assis à cette place pour le Grand Oral. Merci Nicolas Dupont-Aignan. On enchaîne avec le GG et vous. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. On y va avec Julien qui veut reparler homéopathie avec toi, ma chère Zora. Doit-on dérembourser ou pas? Extrait de Madame Zora Bitan et dialogue avec Julien du Rhône. Il faut pas mélanger, pas dire que finalement, oh, tu as un cancer, tu prends de l'homéopathie, t'as un con. Non, non. Laisser les gens, c'est-à-dire le bien-être, prendre soin de soi, apprendre à écouter son corps, et puis pas écouter les labos qui parfois vous filent des trucs remboursés, mais dont les effets secondaires, alors là, vous font faire 4 consultations de plus, sans compter les diagnostics périmés, erronés qu'on nous fait et qui, eux, coûtent aussi un pognon de dingue. Donc, écoutons-nous. Et si 3 pilules, ça te fait du bien le matin pour pas avoir de crampes et finalement tu les as pas, et ben prends-les. Julien, bonjour. Bonjour Julien. Bonjour les GG. Allez-y, Zora vous écoute, monsieur Julien. Enchanté de vous avoir tous parce que j'adore votre émission et je l'écoute régulièrement. Merci. Ce matin, j'ai bondi parce que je suis un professionnel de santé, je suis de formation scientifique et j'essaie toujours par honnêteté intellectuelle de baser mes conseils sur des preuves et pas sur des anecdotes. Et par analogie, quand j'ai écouté Zora et globalement même le pharmacien qui est intervenu et vous, j'avais l'impression d'entendre Donald Trump parler du réchauffement climatique, vous voyez. Je me suis dit que Claude Bernard, le père de la méthodologie scientifique, si vous commencez comme ça dans sa tombe toute la matinée. Mais je vais m'expliquer, je vais tenter d'être factuel. C'est pas globalement ciblé sur vous, Zora, je vous aime bien de prime abord, donc vous inquiétez pas. Non mais il n'y a pas de souci. Résumons. Si on veut juger de l'efficacité de quelque chose, il faut pouvoir faire une étude faite sur beaucoup d'individus, avec une méthodologie qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire que personne ne sait s'il prend le placebo ou le principe actif, en l'occurrence l'homéopathie. Dans ces cas-là, je suis désolé de vous dire, il y a des multitudes de centaines d'études qui démontrent que l'homéopathie n'a qu'un seul effet qui est placebo, c'est-à-dire vous pourriez prendre des crocodiles Haribo, vous auriez le même effet qu'avavec de l'homéopathie. Bah donc, oui, non mais je vais vous répondre. Remboursez-moi mes dragibus alors du coup. Bon, donc, si on reste sur cette analogie, l'homéopathie, ça fait plutôt partie de ces fake meds. On voit quand même des pharmaciens qui proposent des vaccins contre la grippe à base d'homéopathie. Rappelons que c'est juste des billes de sucre, l'homéopathie. Il faut quand même
rester sur cette chose-là. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que oui, en effet, si ça fait du bien à Francis parce qu'il a plus de crampes de prendre ses homéopathies, son homéopathie ou du bien à Zora parce qu'elle a plus mal à la gorge, il faut quand même voir qu'il y a quand même des retards de soins à cause de l'homéopathie. Récemment, il y a eu un ostéopathe qui a été condamné parce qu'il proposait de l'homéopathie pour guérir de la tuberculose à des enfants. C'est vrai. Donc, il y a eu des exemples, vous avez raison. Exactement, il y en a des dizaines et des dizaines. Ouais. Moi, ce que je veux juste vous dire, c'est que OK pour l'existence de l'homéopathie, comme OK pour l'existence des bonbons Haribo. Mais j'estime que quand il y a des médicaments qui ont une réelle efficacité prouvée, qui ne sont pas remboursés à 100% dans le cadre de certaines affections de longue durée, pourquoi irions-nous mettre 130 millions d'euros dans quelque chose qui n'a pas plus d'efficacité que des bonbons Haribo ? Alors, Julien, réponse de Zora. Alors qu'on ne rembourse plus l'homéopathie, moi ça ne me pose aucun problème. J'allais dire, c'est un non-sujet. On rembourse pas l'homéopathie, très bien, mais c'est une véritable hypocrisie parce que évidemment que toute la bobologie est à prendre en compte et c'est pas forcément les médicaments chimiques qui soignent les bobos, parfois rien. Et le placebo, c'est aussi santé publique parce que le placebo, ça évite aussi des consultations chez le médecin. Et attention, je parle de la bobologie. Je ne parle pas de grosses pathologies, je ne parle pas de gens qui ont la tuberculose, de gens qui ont des cancers, de gens qui ont HIV, etc. Moi, je vous parle de gens qui quotidiennement peuvent soigner des douleurs à l'huile essentielle, à l'homéopathie, etc. Si ces gens-là peuvent éviter des dépenses à la sécurité sociale, je ne vois pas pourquoi notre pays s'en passerait. Et la science exacte du médicament, elle reste à vérifier aussi, parce qu'il y a des traitements médicamenteux qui causent des effets secondaires que les gens peuvent pas prendre ou qui parfois conduisent à aussi d'autres dépenses. Donc, ok, l'homéopathie, c'est des bonbons Haribo, très bien, on rembourse pas, mais c'est pas en face de nous dire que la médecine c'est parfait et que les labos, les médicaments c'est parfait. C'est faux aussi. Moi, merci Julien. Non mais j'ai un mari qui a au début des traitements de trithérapie dans les années 97 qui a commencé une quadrithérapie alors qu'il n'avait pas besoin de prendre une quadrithérapie, qui lui a flingué toute une masse musculaire à vie, et ben voilà, ça l'a sauvé, mais ça l'a déglingué aussi. Donc il faut aussi que les labos se rendent compte qu'ils nous font pas que du bien. Merci Julien, voilà, discussion avec Zora, suite du GG. Vous, dans un instant, restez avec nous sur RMC et RMC Story. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.